En manchette ce soir, Québec présente son budget 2024 et les attentes sont élevées dans la région. Le gouvernement, ces 2 mots cette année, soit exigeant et responsable. Bien, on s'attend à ça. On pense pas que le gouvernement va nécessairement combler l'ensemble de nos attentes. Malartic dévoile les plans de son futur écoquartier. Et l'artiste amossois Louis Briand n'est plus. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. Québec a présenté son budget il y a maintenant quelques heures. Le déficit budgétaire pour 2024-2025 s'élève à 11 milliards de dollars, le plus grand déficit dans l'histoire de la province. Mais Kimberly, selon les premières observations, est-ce que les attentes des organismes de la région sont répondues? À première vue, probablement pas, Mélissa, puisque le budget met beaucoup d'efforts sur la santé et l'éducation, mais avec l'inflation, comme on s'attend d'ailleurs, les besoins sont criants dans presque tous les secteurs. Christian Milot, qui est coordonnateur au regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue, est d'accord que la santé et l'éducation devraient être des priorités. Par contre, la crise du logement et l'adaptation aussi au changement climatique sont des dossiers encore plus pressants selon lui, puisque plusieurs problèmes sont liés à ces enjeux. Par exemple, la crise du logement est liée à une augmentation de l'itinérance dans la région et cause d'autres problématiques également. De plus en plus de gens qui ont des besoins d'aide alimentaire, puis pas juste ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui travaillent. On observe qu'il y a une crise de logement qui finit pas de finir. Fait que nos attentes par rapport à ça, c'est qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse. On s'attend à ce que le gouvernement soutienne davantage les personnes qui ne peuvent pas travailler. Les changements climatiques coûtent excessivement cher à notre budget à chaque année. Fait que plus qu'il va mettre des mesures en lien avec ça, plus qu'on va réussir à faire une transition. Et Kimberly, on l'a vu, 1,1 milliard de dollars seront consacrés en santé, services sociaux et éducation supérieure. Mais malgré ça, le président du Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, reste assez sceptique des annonces faites aujourd'hui. Oui, Mélissa, Félix-Antoine Lafleur de la CSN souhaite que le gouvernement investisse davantage dans le secteur public au lieu du secteur privé afin de donner une chance aux personnes plus vulnérables. Et du côté de la concertation régionale des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue, l'agent de liaison David-Alexandre Desrosiers croit que le milieu communautaire a été négligé dans les dernières années. Il espère que le nouveau budget, va rattraper ce retard. Je vous laisse écouter leur réaction. On espère qu'il va y avoir des enjeux d'investissement en termes de rétention puis d'attraction, plutôt que de simplement utiliser les sommes qui sont dépensées, je veux dire comme ça, pour des agences extérieures, parce qu'il n'y a pas de plus-value à long terme lorsqu'on utilise la main-d'œuvre d'agence. À titre d'exemple, en région, le besoin pour les organismes communautaires, seulement en santé et services sociaux, s'élève à plus de 51,6 millions de dollars, donc de plus récurrents à chaque année, pour que les organismes puissent vraiment réaliser leur mission puis aider les gens dans le besoin. En terminant, Mélissa, près de 889 millions de dollars seront aussi investis sur une période de 5 ans pour contribuer à la prospérité des régions. Donc, ceci inclut le tourisme, le secteur forestier et les partenariats avec les Premières Nations. Oui, puis on reviendra demain avec plus de réactions. Merci, Kimberly. Absolument, au plaisir. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait, avez-vous des attentes concernant le nouveau budget provincial? Vous avez répondu non à 75 %. Une femme désorganisée à bord de son véhicule a tenu les policiers en haleine plus tôt cet avant-midi sur la route 391 dans le secteur de Rémini. Les policiers du poste de la MRC de Témiscamingue ont été appelés à intervenir auprès de cette personne vers 10h45 et une fois localisée, la dame qui est originaire de Lorrainville a refusé de s'immobiliser. Il s'en est donc suivi une poursuite d'une dizaine de minutes. Une fois interceptée, la femme âgée de 33 ans a été transportée dans un centre hospitalier et elle pourrait faire face à des accusations criminelles. Bon, on en sait maintenant un peu plus sur l'élaboration du tout premier écoquartier en Abitibi-Témiscamingue. Parc communautaire, jardin communautaire, stationnement incitatif et des maisons éco-responsables à Malartic. Alexandre Cabana a plus de détails.
Des logements différents, un quartier innovant, c'est une qualité de vie unique en région qui est recherchée dans le futur écoquartier de Malartic. Je voulais faire un développement différent. Je voulais pas faire un développement résidentiel standard. J'ai des valeurs évidemment écologiques, environnementales pour me lancer là-dedans, là, mais je trouve que c'est ça qu'il faut faire, simplement. Oui. On préserve la forêt, le milieu environnant, on coupe pas tout. On promouvoit les milieux communs aussi. Donc, on aménage les espaces qui appartiennent pas à personne, mais qui sont prévus pour l'utilisateur. Puis, au niveau des bâtiments, on les fait beaucoup plus durables, efficaces, performants, petits, évidemment, pour diminuer l'empreinte environnementale. Tout est pensé et rien n'est laissé au hasard. Seulement 22 unités de type maison unifamiliale sont toutefois prévues, un début considérant que les promoteurs se lancent dans ce genre de projet pour la toute première fois. On veut le faire bien. C'est ça qui est important pour nous autres. On veut vraiment bien le faire puis limiter tout ce qui est déchets, tout ce qui est surconsommation, empreinte écologique des chantiers de construction au final, parce que c'est super difficile à gérer. Non, c'est super, là, puis tout le monde a vraiment juste hâte que ça commence. La promoteur salue d'ailleurs la ville de Malartic qui a été proactive dans l'élaboration du projet, selon eux. Le maire Martin Ferron se dit conscient que le projet fait appel à une clientèle plus nichée, mais confirme que le projet génère déjà pas mal d'engouement. Ce projet-là nous a vraiment attirés. C'est essayer de se diversifier, essayer de faire différent des autres. C'est un environnement qui est agréable. On est proche de la forêt, les pistes de ski de fond, les pistes de raquettes, la forêt récréative de la municipalité. Avec un taux d'inoccupation de logements qui frôle le zéro et un boom démographique en vue, Malartic aura besoin de plus d'un projet comme celui-ci pour subvenir à la demande. La ville prépare même la création d'un tout nouveau quartier, un plan de match ambitieux pour subvenir à la demande de tout un chacun en matière de logement. Installé, on a besoin de plusieurs portes. Je parle à coups de centaines de portes. Là. On est rendu là à Malartic. Les projets miniers, l'effervescence économique est encore présente chez nous. Le projet Odyssée chez nous va créer plus de 1500 à 2000 emplois directs à la minière. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. On va parler maintenant d'une triste nouvelle dans le monde culturel. L'artiste en gravure Louis Briand s'est éteint hier à l'âge de 77 ans. Né à Amos, il était connu à l'international, notamment en Europe et en Nouvelle-Zélande, pour son travail et ses expositions de gravure artistique. L'Amosois a perfectionné avec les années les techniques de l'aquarelle, de la gravure sur bois, de la lithographie et de la gravure sur carton. Et en plus de se consacrer à ses œuvres, Louis Briand a cofondé l'atelier Les Millefeuilles à Rouyn-Noranda en 1983 avec l'aide de Fernand de Boulanger, Gisèle Côte-Noire-Lucier, Arsène Paquette et Joanne Poitras. Et d'ailleurs, l'Abitibi-Témiscamingue a perdu une autre de ses grandes bâtisseuses culturelles. 2 jours après que la poétesse et dramaturge Margot Lemire ait fermé les yeux, son frère et peintre Norbert Lemire mesure encore l'amour du peuple témiscabitibien pour sa sœur. Entrevue d'Yvon Moreau. Vous et Margot, les nuages veulent dire quelque chose. On a une photo de famille où on est tous les trois assis sur une roule de bio, là. Moi, Raymond, puis Margot, puis on est les yeux tournés vers le ciel, on fouille dans les nuages pour trouver notre père qu'on disait qu'il venait de partir au ciel. Tu sais, puis là, la question m'est venue, je me suis dit, c'est peut-être pour ça que j'aime autant les ciels. Quand je fais une peinture d'un ciel, c'est comme si j'y partais un peu moi-même. Fait que là, ça va me donner une raison de plus de les aimer encore plus, peut-être en y cherchant ma sœur Margot. La grande sœur, qui a inspiré votre œuvre? Oui, beaucoup. Ben, je pense qu'on s'inspirait mutuellement. Souvent, on a passé des grandes nuits à se placoter. On allait se coucher à l'aube. D'ailleurs, tu sais, sur sa couverture de livre des Sommeuses de perles, dont j'ai fait l'illustration, j'ai représenté le lac Lamotte à l'aube. Mais moi et Margot, on a passé beaucoup de temps et Margot à écrire surtout, quoiqu'elle s'était aventurée dans le dessin, puis elle était même très bonne, mais elle préférait me laisser ça, puis se consacrer à son écriture. Margot aura souri et eu du plaisir jusqu'à la toute fin. Hein? Oui, même nous autres, on a passé toute la nuit avec elle.
à raconter des anecdotes, des histoires de notre enfance, des choses comme ça. Puis elle avait conscience des bons petits bouts quand même. Puis elle trouvait le moyen de rire encore de tout ça. Il y a beaucoup qui sont venus faire des témoignages, qui sont venus la serrer dans le bras là, avant, comme un dernier au revoir. Là. Le départ de Margot vous occupe? Oui, ça rentre les messages, là, ça arrête pas. Tellement des beaux messages que même moi, là, je suis à court de mots, je ne sais plus quoi y ajouter. Wow. Tellement il y en a, puis tellement c'est beau, c'est tellement plein d'amour, là. C'est incroyable. La Maison de la Famille à Val-d'Or va tenir sa première soirée bénéfice sous le nom de Mastria en juin prochain. L'événement a pour objectif de financer les activités de l'organisme qui offre des services à 350 familles annuellement. Et avec cette soirée festive, la Maison de la Famille espère amasser 20 000 $. Un souper gastronomique, des performances d'artistes locaux ainsi qu'une soirée dansante sont prévues. L'événement va se tenir le 15 juin prochain à la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or. Mais présentement, le gouvernement nous finance à peu près à la hauteur de 50 % du budget annuel qu'on a besoin. Donc, c'est sûr qu'il faut aller chercher l'autre 50 % dans la communauté, dans nos partenaires. Et cette année, on a décidé de faire un événement d'autofinancement. Donc, ça va nous permettre de continuer à donner nos services de façon gratuite ou presque gratuite. La Maison de la Famille, c'est un organisme qui est hyper important pour notre communauté. Je suis une maman de 2 jeunes enfants. Je comprends très bien l'importance d'un organisme comme ça pour les familles de Val-d'Or. La Maison de la Famille offre des services, des ateliers, une halte garderie, des services de relevailles pour les jeunes familles aussi. Il y a une multitude de familles qui bénéficient des services de la Maison de la Famille. Donc, vraiment, c'est un organisme super important pour la communauté. Et justement, on reste à Val-d'Or puisque la 24e semaine d'action contre le racisme va être lancée dès lundi prochain. Et encore une fois, cette année, le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or organise une panoplie d'activités de sensibilisation. Les détails avec Emilia Laliberté. On parle beaucoup de réconciliation avec les peuples autochtones. Moi, je parle de rapprochement. Il faut se rapprocher pour un jour être capable de se réconcilier. Val-d'Or, unis contre le racisme. C'est sous ce thème que va se tenir la 24e semaine d'action contre le racisme. Oui, c'est important de renouveler cet événement-là, ces activités-là, pour continuer de sensibiliser, continuer à avoir un dialogue ouvert, franc et transparent sur la question du racisme qui, malheureusement, oui, fait encore partie de la société. Chaque année, l'élément fort de la semaine d'action est la marche Gabriel Commanda. Et pour cette édition, elle tombe pile sur la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. La marche Gabriel Commanda, c'est la rencontre entre Autochtones et non-Autochtones, mais c'est aussi marqué par la présence et la participation d'élèves des écoles de Val-d'Or, Golden Valley, le centre scolaire, réunit des centaines et des centaines d'enfants, de jeunes et d'adultes ensemble qui marchent en solidarité contre le racisme. Maude Goulet, qui accompagne depuis plus de 30 ans les élèves autochtones et leurs familles dans les écoles de la Vallée de l'Or, sera la porte-parole de l'événement. Même si elle se sent choyée de pouvoir prendre part aux actions, elle considère toutefois que des initiatives doivent être prises à l'année longue. À travers les années, j'ai mis en place des activités dans les classes, avec les enseignants, avec les élèves, pour essayer de diminuer la discrimination raciale, tout en sensibilisant aux réalités autochtones. La mairesse de Val-d'Or, de son côté, en convient. Le racisme est trop présent. On s'assure de le reconnaître qu'il y a du racisme. Alors, de l'inclusion, c'est important. Puis nous, toutes les chances qu'on a, on travaille dans le sens d'une belle intégration. La semaine d'action contre le racisme va débuter dès la semaine prochaine, du 18 au 22 mars. Et c'est ici même, dans le stationnement du Centre d'amitié autochtone, que va être lancée la marche Gabriel Commanda jeudi prochain à 13h. Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Près d'une dizaine d'employés de la Société québécoise des infrastructures à Rouyn-Noranda tenaient aujourd'hui une ligne de piquetage à l'intersection de la rue du Terminus alors qu'ils sont en grève aujourd'hui et demain. Les négociations entre les différents ingénieurs, architectes, chargés de projet et conseillers immobiliers avec l'employeur sont dans une impasse depuis maintenant 4 ans. La question du salaire est le principal enjeu.
L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Bonjour, ici Caroline Gélina, mezzo-soprano. Après la pause, on vous parle de la sortie de Résidence de création au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé sa démarche de réflexion et d'action collective et ses partenaires lors d'une conférence de presse le 6 février. Le CRDAT peut compter sur un appui minimal de 235 000 $ dès la première année afin de créer un espace neutre de concertation régionale où les citoyens sont invités à s'exprimer sur les enjeux et les moyens d'améliorer la qualité de vie en région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, le collectif Territoire présente La pêche aux idées, qui est un collage sculptural sur la rive du lac Ossiskowi. Oui, ça se déroule ici en formule 5 à 7 près du Parc des Pionniers. Mélissa, on présente une œuvre en sculpture sur neige et on a les élèves de l'École Notre-Dame-de-Grâce qui ont pris part au projet. Cette année, on s'est inspiré de la pêche. Oui, regard sur le lac Ossisko. On aime ça. Écoutez, c'est le sculpteur Sébastien Ouellette qui est allé à leur rencontre pour s'inspirer et ensuite pouvoir créer les fameuses sculptures en question. La mission, c'est de mettre tout simplement le lac Ossisko en lumière, mais tout en beauté. Avec le collectif Territoire, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités qu'on fait qui visent à finalement rehausser l'amour de la population pour le lac Ossisko, puis on implique beaucoup les enfants depuis les débuts du projet. Et là, l'École Notre-Dame de protection nous ont sollicité parce que cette année, leur thématique, c'est la pêche. Donc, on s'est dit, hey, quelle belle occasion de faire un projet de médiation culturelle avec eux. Donc, c'est vraiment basé sur cet esprit-là, de cette thématique-là qui est la pêche, le lac, qu'on a créé ce projet-là. On peut voir un peu, les élèves, bien, tu as peut-être les images originales. Ils devaient réaliser en formule cadavre exquis une partie de ça. On a comme 3 figures comme ça et chaque élève devait dessiner une partie. Un recevait par exemple l'œil, un autre l'épaule, tout ça. Et il devait faire cette partie-là. Et après ça, par un processus aléatoire, on a fait un collage à partir des différents dessins pour créer les modèles qui ont servi d'inspiration de base pour les sculptures. Donc, c'est comme 3 figures qui se tiennent comme ça sur le bord du lac, un peu comme des pêcheurs qui regardent leur brimballe, là, voir s'il y a un poisson qui taquine. Et Stéphanie, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda et le département de création numérique de l'ICAT collaborent ensemble pour offrir un nouveau projet aux étudiants. Oui, il s'agit d'une sortie de résidence de recherche, Mélissa, et de création. C'est en lien avec les technologies numériques et en collaboration avec des artistes professionnels. Cette année, on a les étudiants qui vont travailler en collaboration avec la chanteuse lyrique Caroline Gélina, qui est originaire de la région. L'objectif, c'est très simple. On veut créer une expérience immersive mêlant l'art numérique et l'opéra. Je peux vous dire que ça risque d'être assez original, merci. La finale sera dévoilée ce vendredi au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. C'est une exploration de la mise en scène d'une artiste lyrique et de son double numérique. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis la dernière année, je dirais, je travaille en collaboration déjà avec Jean-Ambroise Vezac et ses étudiants, et on a créé un personnage artistique virtuel, un avatar. C'est vraiment comme un grand cadeau. Et c'est un enrichissement pour moi parce que ces étudiants-là sont au niveau maîtrise, donc ils arrivent tous avec leur bagage très immense, je dirais. On va encore plus se plonger entièrement ici au Petit Théâtre, là, puis on va pouvoir échanger. Ça va être vraiment fantastique, là. À voir après la pause, le club sport Belvédère de Val-d'Or qui reçoit de la grande visite. L'équipe nationale de curling féminine de la Chine est en ville pour se préparer pour les prochains Jeux olympiques de 2026.
Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le club de sport Belvédère de Val-d'Or reçoit de la grande visite. L'équipe nationale de curling féminine de la Chine, Yuan, est en ville dans le but de se préparer pour les prochains Jeux olympiques de 2026 qui sont prévus à Milan et Cortina d'Ampezzo en Italie. L'équipe chinoise participera à la classique d'Anico Eagle du 14 au 17 mars où elle va affronter des équipes d'espoir de la région. Elle va débuter d'ailleurs son tournoi vendredi à 18h30 dans un match les opposant à l'équipe féminine junior Domaine Opasatika du club de curling Noranda. Pour rappel, l'équipe chinoise avait terminé au 7e rang des derniers Jeux olympiques d'hiver à Beijing. Et on va dans le monde du hockey maintenant. Un ancien joueur des Huskies sera intronisé au temple de la renommée de la LHMQ. Maxime Talbot figure sur la récente liste des 5 joueurs ou membres de la Ligue à être honorés le 18 septembre prochain à Brossard. Sélectionné 8e au total du repêchage en 2000 par les Huskies, Maxime Talbot a cumulé à Rouyn-Noranda 24 points en 40 rencontres avant d'être échangé aux Olympiques. Il a également remporté la Coupe du Président à 2 reprises et a inscrit 381 points en 301 matchs lors de ses 4 saisons dans la LHMQ. Et lors des célébrations entourant le 50e anniversaire de la LHMQ, Maxime Talbot a été nommé parmi les 50 meilleurs joueurs de l'histoire du circuit. La météo, une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo Stéphanie, ça se réchauffe tranquillement pour l'entièreté du territoire. Oui, on a une semaine confortable en vue, malgré les ennuagements de ce soir et cette nuit pour l'ensemble du territoire. Mélissa, c'est quand même -1 pour l'Abitibi, avec 40 de probabilité d'averse au cours de la nuit. Pour le Témiscamingue, avec un minimum de +3. Demain, au nord, 40 de probabilité d'averse de neige, avec un risque de pluie verglaçante tôt le matin. On a un maximum de 7 degrés. Des nuages pour le sud au Témiscamingue, avec un maximum de 8. Et pour jeudi, retour des nuages pour l'ensemble des secteurs, maximum de +5 en Abitibi, +4 au Témiscamingue. Je vous souhaite de passer un excellent mardi soir et profitez bien du soleil et de la belle température qui reste un petit peu plus longtemps que d'habitude. Oui, merci Stéphanie. Avant de se quitter, je termine sur le procès de la Rouyn-Norandienne Sylvie Rochon qui a commencé aujourd'hui au palais de justice de Rouyn-Noranda avec la sélection du jury. On rappelle qu'elle est accusée du meurtre de sa sœur. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée et on se retrouve demain.